Qu'est-ce qu'on mange demain? Moi, j'aimerais mieux commencer par qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Ce qui me paraît fantastique, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, ce qui me paraît fantastique, c'est la rupture incroyable que représente l'industrialisation du monde et qui touche fatalement l'alimentation. Euh, avant, avant, on se nourrissait bien ou mal, mais on se nourrissait. Aujourd'hui, il y a des entreprises spécialisées qui le font pour nous. Et bien sûr, des défenseurs les défenseurs de l'alimentation industrielle diront, et c'est en partie vrai, ils diront qu'il y a moins d'épidémies, de maladies foudroyantes liées à une alimentation mal conçue ou mal conservée. Mais le résultat final de ça, c'est que l'alimentation s'éloigne de nous. Enfin, je veux dire, le fait simple, la nourriture qui était proche de nous devient quelque chose de complètement abstrait, une marchandise. Bon, tout le monde en a conscience. Ça devient une marchandise qui circule d'un bout à l'autre de la Terre dans des conditions extravagantes, sans aucune considération générale pour le bien-être des gens, de la vie, des humains et de tous les vivants de façon générale. Donc ça, c'est un processus, disons, comme on disait dans ma jeunesse, c'est un processus d'éloignement qui a à voir avec l'aliénation générale. C'est un mot qui est plus beaucoup utilisé, mais qui, à mon avis, a sa place ici. Donc on mange des choses industrielles, et alors même que la façon ancienne de manger persiste, dure dans certaines régions du monde. Je pense par exemple à un exemple je pense à un exemple qui m'avait beaucoup frappé, qui concerne un village Karen de Thaïlande, un village qui s'appelle, je crois, de mémoire Sanefong. Donc c'est un village Karen. Les Karen, c'est une minorité en Thaïlande. C'est dans un village perdu dans la forêt tropicale. Il faut faire, je crois, depuis le premier semblant de village réel, il faut faire plusieurs heures de 4x4, souvent dans la boue. On arrive dans ce village et il se trouve qu'une spécialiste américaine a fait une étude sur l'alimentation dans ce village. Et tel que moi je vois les choses, ça me paraît assez paradisiaque parce qu'il y a une variété stupéfiante de végétaux et d'animaux. Il y a une rivière qui coule au milieu de village. Ils ont acclimaté un certain nombre de plantes. Et puis évidemment, ils récoltent des animaux, des mollusques, des coquillages, des petits mammifères, etc., etc., etc. Et la variété, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est évidemment plusieurs centaines d'aliments différents consommés par ces carènes. Et ce qui est aussi vraiment, vraiment étonnant, c'est que certains mots utilisés pour désigner des aliments sont inconnus dans la langue thaï. C'est-à-dire que les Karen de Sanefong utilisent des mots connus d'eux et probablement d'autres Karen, mais en tout cas qui ne sont pas connus par la majorité de la population thaï du pays. Et ça renvoie à quelque chose qui est extraordinaire selon moi, c'est que dans l'histoire des hommes, on pense, bon, les estimations valent ce qu'elles valent, hein, ce ne sont que des estimations, disons des ordres de grandeur, mais on pense qu'il y a eu qu'il a existé, pardonnez-moi, qu'il a existé 30 000 espèces de plantes comestibles dans l'histoire de la vie sur cette terre, et que les hommes, dans leur histoire qui dure depuis 2 millions d'années, en auraient consommé environ 7 000. Donc ils auraient pioché dans cette manne prodigieuse de la diversité de plantes 30 000 espèces, et sur ces 30 000 espèces, 7 000 qu'ils auraient consommées. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est le processus dont je vous parlais, le processus d'industrialisation, aujourd'hui, je vais essayer de vous citer le chiffre exact tel que je m'en souviens, il y a, je crois, 30 espèces végétales qui fournissent 90% des calories végétales consommées dans le monde. Donc on assiste en fait à un appauvrissement tout à fait stupéfiant de la capacité des humains à se nourrir. Je pense aussi à un type que je connais, qui est un type vraiment étonnant, qui est un ethnobotaniste, un type très connu dans le monde des ethnobotanistes. Il s'appelle François Coupland. Et Coupland, qui a fait des livres, deux choses sur Coupland. Une fois, j'étais allé le voir dans un village des Alpes de Haute-Provence, qu'il avait racheté dans les années 70, sur fond de Retour à la Terre ou que sais-je. C'était un mot.
Et j'étais allé le voir pour parler de plantes. On avait discuté le coup, et puis sur le coup de 6 heures peut-être, il m'avait proposé d'aller faire un tour avec lui à pied autour du village, village, très beau hameau, très, très belle montagne. Et en se baladant, c'est à peine si je m'en rendais compte finalement, parce qu'il continuait à parler, il se baissait, il voyait des petites choses que moi, bon, que j'aurais absolument pas vues, ou en tout cas à quoi j'aurais prêté aucune attention. Et au retour, il avait de quoi nous faire à manger le soir. Il avait de quoi nous faire manger le soir. Et on a mangé ça, je vous assure que c'est vrai, on a mangé ça, et avec plaisir, et avec bonheur, avec du vin, je m'empresse de le préciser, mais quand même. Et Coupland, alors ça c'est la première anecdote, mais Coupland m'avait dit un truc, vrai ou faux, j'ai tendance à penser qu'il a raison, mais j'en ai pas la preuve. Coupland, qui est une autorité, avait dit si les Irlandais, au cours de la fameuse famine du 19e siècle, au cours de laquelle tant d'Irlandais ont dû émigrer vers les États-Unis et tant d'autres sont morts purement et simplement de faim, il y a des images bien connues d'Irlandais au coin de leur champ, la bouche pleine de terre, qui désespérément ils essayaient de manger quelque chose et certains ont fini par manger de la terre et ont fini morts, étouffés, évidemment pas nourris. Il m'a dit si les Irlandais avaient su la richesse prodigieuse autour d'eux et de plantes comestibles disponibles, certainement qu'ils ne seraient pas morts de faim. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on assiste à si vous voulez, à une sorte de, comment dire, de gigantesque hold-up planétaire sur l'alimentation, sur les ressources alimentaires, avec une concentration dans des mains de plus en plus restreintes, qui sont celles de l'industrie transnationale, de la bouffe-tance, pardonnez-moi, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et c'est un phénomène de concentration, d'hyper rapidité. Bon, l'exemple le plus connu que tout le monde connaît, c'est évidemment les McDo, la fast food. À quoi répond maintenant un mouvement italien génial qui s'appelle Slow Food de Carlo Petrini, qui est un type que j'ai rencontré dans le temps, qui est aussi un magnifique personnage qui prend toute notre histoire d'alimentation à contre-cours, puisque lui, ce qu'il proclame, c'est la nécessité, bien sûr, de manger bien, mais aussi comment dire, l'exigence de manger lentement. À quoi ça ressemble de vouloir bouffer rapidement? Je veux dire, comme si la bouffe, comme si l'alimentation, c'était pas une des activités premières, fondamentales, essentielles de l'homme et de la société humaine, parce que c'est un acte social majeur de bouffer. C'est pas seulement se nourrir de quelques calories pour pouvoir continuer à aller bosser chez Renault. Je veux dire, c'est une relation sociale, c'est une relation humaine de très très grande importance. Donc, il y a pour moi, bon, pour revenir à votre question de départ, il y a ce phénomène qui ne peut que s'accélérer, selon moi, qui ne peut que s'accélérer parce que la puissance, tout le monde le sait en théorie, mais peu de gens réalisent, à mon sens, à quel point la puissance des transnationales augmente. Et quand vous avez des transnationales de l'agroalimentaire ou de la chimie liée à l'agroalimentaire, dont le chiffre d'affaires dépasse celui du budget d'État moyen de la planète, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout. C'est-à-dire que l'espoir, le fantasme de contrôle sur notre alimentation, sur ce qui nous fonde finalement, s'éloigne de jour en jour. Et par rapport à l'alimentation, je suis assez pessimiste, même si en théorie, tout reste à notre disposition. Parce que les 30 000 plantes, les 30 000 espèces de plantes comestibles, toutes n'existent peut-être pas, toutes n'existent peut-être plus, mais en tout cas une très grande part, certainement. Et en fait, tout reste possible à la condition de certains changements.